Bonjour Alexandre Roubaud et puis bienvenue dans Blockchain Addict. Donc tu es le fondateur de Bitstack, une application française disponible sur téléphone, peut-être maintenant également sur ordinateur, ou c'était Ouais, l'inverse d'ailleurs, tu me seulement sur corrigeras. mobile pour le moment. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Et du coup, je vais te laisser présenter un petit peu plus précisément Bitstack. Et puis après, j'ai préparé plusieurs petites questions qu'on te posera au fil de notre discussion. Alors, pour faire une petite présentation de Bitstack, c'est pour nous la première application française qui permet vraiment d'épargner en Bitcoin sans aucun effort. Et du coup, je m'explique. On a développé une mécanique d'épargne, qui est donc cette fameuse mécanique d'épargne via l'arrondi automatique, qui en fait permet à n'importe qui de connecter son compte bancaire existant, donc que ce soit LCL, Crédit Agricole, BNP Paribas, n'importe quelle autre banque française, à l'application, et sur chacune de ces dépenses, arrondir son achat à l'euro supérieur et investir la petite monnaie en Bitcoin. Alors, je prends toujours sur toutes les interviews le même exemple puisque c'est le plus commun, j'ai envie de dire. Mais si on achète un café 2,60 avec sa carte LCL par exemple, la Bitstack va arrondir cette dépense à l'euro supérieur, donc à 3 euros, et les 40 centimes de différence vont être automatiquement mis de côté pour être ensuite convertis en Bitcoin directement dans l'application. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus simple pour aujourd'hui un néophyte ou pas que d'ailleurs, mais une personne de se mettre à épargner et investir dans le Bitcoin sans avoir besoin de rien faire, de manière, nous, on appelle ça complètement indolore. Et après, beaucoup de nos utilisateurs utilisent Bitstack aussi pour mettre en place des achats récurrents classiques, hein, donc un montant prédéfini et une Mm. fréquence prédéfinie. Et aussi, il est possible dans l'application de faire un achat ponctuel dès 1 euro par carte instantanément. Et ensuite, bien évidemment, l'argent de nos utilisateurs est accessible à tout moment. Donc ça, je le précise à chaque fois parce qu'on me pose la question. Il est possible donc de soit revendre ses bitcoins instantanément pour récupérer ses euros sur son compte bancaire ou de retirer ses bitcoins pour les sécuriser soi-même, puisque c'est vrai que ça, beaucoup de nos utilisateurs le font ainsi, donc de les envoyer, de les retirer de Bitstack pour les envoyer sur un portefeuille externe, que ce soit un wallet Ledger, un wallet Trésor ou autre d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un peu dans l'ensemble l'application Bitstack. On a plein d'annonces, plein de choses qui ont évolué depuis, mais ça je pense qu'on pourra rentrer peut-être après dans les détails. Donc je m'arrête là pour la petite présentation. Oui, en fait, vous suivez le principe du fameux DCA, le dollar cost average, où le fait d'acheter ou de faire le prélèvement à l'arrondi permet d'accumuler du Bitcoin tout en ce qu'on appelle lissant le prix, c'est-à-dire C'est ça. qu'il soit bas ou haut. Voilà, ça permet de trouver un prix plus stable et une moyenne de prix plus équilibrée. Ouais, en fait, on nous a on a constaté qu'une des plus grandes. Alors, parce que nous, la démarche de Bitsack, j'aurais commencé par ça, c'est vraiment, on était dans une démarche de démocratisation avec une question pour mon cofondateur et moi, parce qu'en fait, on est deux cofondateurs sur le Mhm. projet. C'était une démarche de démocratisation et de se dire, OK, quelles sont les barrières à l'entrée pour un segment d'utilisateurs qui, en fait, ne sont pas déjà dans la crypto. Donc, vraiment, par exemple, moi, à titre personnel, c'était comment est-ce que je peux permettre à mes parents, à ma famille, mes cousins, enfin des gens qui ne sont pas de ce milieu-là, de démarrer, d'investir dans le Bitcoin sans toutes les contraintes qui y sont liées. Et c'est dans cette démarche-là on a constaté que une des plus grosses barrières à l'entrée, c'était la volatilité du prix du Bitcoin. Alors, parce que pour quelqu'un qui n'a pas forcément la même conviction que moi ou que quelqu'un qui travaille depuis plusieurs années sur la proposition de valeur de Bitcoin, c'est vrai qu'un actif assez volatile, surtout en France où on a une aversion au risque importante sur l'investissement, c'est important de l'adresser. Et c'est vrai que le dollar cost averaging, donc le DCA comme on l'a dit, c'est hyper intéressant parce que ça permet donc soit via l'arrondi, soit via un programme d'achat récurrent classique, de finalement se mettre à épargner comme on le ferait sur son livret A ou sur n'importe quel support. Mais en fait, sur Bitcoin, de lisser, comme tu l'as dit, Magali, le point d'entrée, pour en fait que son portefeuille soit moins impacté, que la valeur de son portefeuille soit moins impactée par la volatilité, les fluctuations du prix du Bitcoin. Et ça, c'est super important parce que c'est une stratégie d'investissement qui n'est pas propre à Bitcoin, hein. C'est une stratégie d'investissement, je le rappelle à chaque fois, qui est utilisée sur les marchés traditionnels Mhm. depuis bien longtemps, qui est prouvée être efficace, qui est utilisée par plusieurs personnes et qui s'avère être assez intéressante pour Bitcoin, puisque Bitcoin est relativement volatile quand même. Et voilà, et c'est tout automatique. Finalement, il y a aussi plus rien à faire. Donc l'un dans l'autre, ça permet d'avoir une performance plus élevée, tout en faisant moins d'efforts, puisqu'en fait, on n'a pas besoin
déterminer le bon moment pour acheter, de se dire: «OK, là, je veux acheter quand c'est bas, je veux revendre quand c'est haut». On n'a pas besoin de se poser toutes ces questions-là. Toute la stratégie est en pilote automatique, en fait. Et comment justement, tu abordais la finance, traditionnelle, comment ça se passe, avec les banques? Quel lien entretiens-tu, avec les banques? Comme on l'évoquait en off, des fois elles sont un petit peu, capricieuses, que ce soit avec, d'autres exchanges tels que enfin des exchanges pardon, tels que Binance. Comment vous abordez la communication avec eux de manière à ce que, elles ne refusent pas les cartes, provenant de l'application par exemple? Alors ça, c'est une bonne question. Il y a 2 réponses. Il y a 2 axes, en fait. La première, hem, ça a été toute la démarche de Bitstack de rentrer en France pour s'enregistrer en tant que prestataire de services sur actifs numériques, donc Mmh. le fameux PSAN. Cette démarche-là, elle est pas, enfin, elle a aussi son importance par rapport à cette question, des relations avec les banques, puisque ça permet, nous, en tant qu'entreprise et aussi pour nos utilisateurs, de dire à leur banque, dans le cas où elle serait contraignante, non, en fait, vous n'avez pas de raison d'être contraignante, puisqu'en fait, les politiques internes des banques, il faut savoir, c'est qu'elles regardent justement cette liste blanche ou cette liste noire de l'AMF. Donc l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers. Mmh. Sur le site de l'AMF, d'ailleurs, n'importe qui peut, par rapport aux PAN et aux banques, ce que je disais, c'est que ça permet, en fait, vu que les banques, donc en fait, voilà, c'est ça, je disais que tout le monde pouvait aller sur le site de l'AMF, hein, liste des PSAN enregistrés, et en fait, on peut accéder à la liste de toutes les sociétés qui sont enregistrées auprès de l'autorité des marchés financiers, et notamment aussi de voir du coup celles qui ne le sont pas et celles qui sont potentiellement à risque. Les banques, du coup, suite à ce cadre réglementaire-là, suivent en interne, c'est leur politique, d'accepter seulement, enfin, de permettre à leurs utilisateurs de traiter seulement avec les PSAN qui sont enregistrés auprès de l'AMF et qui apparaissent donc sur cette liste. Donc nous, cette démarche de s'enregistrer, c'était aussi une partie-là de démocratisation pour que on évite un maximum. Alors je dis bien on évite puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas le cas tout le temps, mais on évite que les banques soient contraignantes et qu'elles choisissent arbitrairement de bloquer certains prélèvements. Alors ça arrive quand même. Il faut savoir que dans l'ensemble, ce qu'on appelle des taux d'acceptation, c'est-à-dire le pourcentage de prélèvement ou de paiement effectué par nos utilisateurs qui est quand même très élevé, qui est attribué par le fait qu'on soit enregistré PSAN, qu'on a une activité quand même qui est plutôt Mmh. simple, compréhensible par les régulateurs, par les banques et par nos clients. Donc tout ça, ça facilite cette partie-là. En revanche, effectivement, il y a encore certaines banques qui vont être contraignantes avec certains utilisateurs sur certains prélèvements sans trop savoir pourquoi. Et quand on leur demande, la seule réponse qu'on obtient, que ce soit nos utilisateurs ou nous, c'est une communication officielle qui dit notre banque X, pour pas les nommer, ne souhaite pas permettre à nos clients d'acheter des crypto-monnaies. Mmh. Donc ça c'est un peu le premier point. Et juste pour terminer, le deuxième point, nous, on n'a pas de relation directe avec les banques. C'est vrai qu'on nous pose la question, puisqu'on permet à nos utilisateurs de se connecter. En fait, ça, c'est une technologie qui existe depuis quelques années en Europe, qui s'appelle la DSP2, qui est la directive de service, enfin, la directive européenne sur les services de paiement, 2, parce que c'est la deuxième, qui en fait qui oblige les banques à mettre à disposition des connexions bancaires, donc des clés API, mais ça c'est la partie technique, des connexions bancaires à leurs clients pour que leurs clients soient un peu plus en contrôle de l'utilisation de leurs données, puisque sinon les banques ont un monopole Mmh. sur les données bancaires des utilisateurs, les transactions, etc. Et comme il y a énormément d'innovation qui se fait sur l'utilisation de ces données bancaires pour que ce soit des apps pour budgéter son mois, que ce soit des applications pour calculer sa capacité d'emprunt immobilier, immobilière, ou nous sur la mécanique de l'arrondi automatique, on utilise donc cette technologie-là qui est ces API, donc ces connexions bancaires qui sont encadrées par donc cette loi qui est la DSP2. Et donc en fait, on travaille avec des prestataires qui sont eux enregistrés auprès des régulateurs français, encadrés sous cette loi encore une fois, qui nous permettent en fait d'accéder à toutes les connexions bancaires des institutions françaises. Voilà, donc on n'a pas de lien direct autre les quelques clients ou nos clients qui les contactent directement. Mais il faut savoir que les banques ont une position assez fermée, en tout cas aujourd'hui, en tout cas pour certaines, encore une fois, sans les nommer. Et il y en a certaines qui sont plus contraignantes que d'autres, malheureusement. C'est super intéressant, pardon Antoine, je clôt juste sur ça, excuse-moi. C'est super intéressant, d'autant plus que ça recoupe, d'autres, témoignages qu'on a pu avoir dans des où des fois, un des obstacles au développement,
d'une société Web3 ou de la start-up, bah, au final, c'est l'institution financière. Voilà, c'était un peu pour conclure ce Bah, passage-là, mais c'est vraiment, ça se recoupe un peu partout, jusque même dans le cadre associatif qui a du mal à recevoir des dons en crypto-monnaie, non pas parce qu'il n'y a pas de personnes qui souhaitent en donner, mais parce que souvent, c'est les banques qui font le stop et qui refusent. Enfin, voilà. oui, puis bon, comme on conclut ce point, mais c'est vrai que juste pour rajouter brièvement, en fait, les banques sont contraignantes à tous les niveaux, malheureusement envie de dire, parce que ça soit pour nos clients, pour eux effectuer des achats de crypto-monnaies, ou que ça soit effectivement pour la société en question, donc même un Bitstack, pour nous être bancarisé, ça c'est un sujet qui a été remonté plusieurs fois, maintenant depuis même la mise en place de l'enregistrement PSAN, puisqu'en fait l'objectif de l'enregistrement PSAN en 2019 suite à la loi Pacte et ensuite quand il est devenu obligatoire en 2020, c'était en fait de pouvoir encadrer ces acteurs-là pour qu'ils puissent accéder au système bancaire français. Et j'ai envie de dire, à ce niveau-là, ça a été un échec puisque le lobby banque est assez important et au final, étant le décisionnaire de ce qu'ils ouvrent, est-ce que la banque souhaite ouvrir un compte à cette société-là ou pas, bah, ça n'a jamais été le cas. Et donc aujourd'hui, il y a cette problématique-là aussi opérationnelle pour les sociétés qui est, est-ce qu'on peut ouvrir un compte auprès d'une grande banque française? Et c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Donc c'est à la fois contraignant pour les consommateurs, entre guillemets pas libres d'utiliser leur argent comme ils le souhaitent, en tout cas avec certaines banques plus que d'autres. Et je pense notamment à nos utilisateurs belges, pour la petite anecdote, qui ont beaucoup plus de mal que nos utilisateurs français. Voilà, donc je les nommerai pas, mais il y a deux grandes banques belges clientes. Et que les sociétés qui, elles, n'ont pas, et donc contraignant aussi pour les sociétés qui ont du mal à ouvrir un compte bancaire. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours plus contraignant dès qu'on parle de crypto-monnaie à tous les niveaux et un peu pour tout le monde. Bonjour Antoine. Bonjour Alexandre. Je voulais avoir quelques métriques par rapport aux utilisateurs. Je voulais savoir combien il y avait d'utilisateurs en 2023 qui utilisaient Bitstack et en 2023 les annonces que vous avez faites déjà et peut-être à venir. Alors, on a lancé, pour remettre dans le contexte, on a lancé l'application officiellement sur les App Store puisqu'on est une solution aujourd'hui en juillet 2022. Donc finalement, c'est vrai que les gens ont l'impression qu'on existe depuis plus longtemps, mais en fait, l'application a seulement 9-10 mois, je pense maintenant, d'existence. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que c'est dans ce contexte-là assez excitant et on est très fiers de tout le travail que l'équipe a effectué parce qu'en seulement 10 mois, on a ouvert, et si je dis pas de bêtises, maintenant à date, plus de 35 000 comptes. On a fait une annonce officielle sur un communiqué de presse et je vais y revenir parce qu'on a notamment annoncé une levée de fonds. Mais je crois que même déjà, c'est obsolète, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on avait annoncé 25 000 comptes, ou si j'ai pas de 30 000, et aujourd'hui, on a déjà plus de 35 000. Donc c'est vraiment, il y a une belle croissance exponentielle de notre côté. Donc ça, c'est un peu pour le nombre d'utilisateurs sur Bitstack. Quelque chose que j'avais dit, moi je trouve ça hyper cool, mais c'est sur notre site internet, on met de manière publique combien de Satoshi ont été épargnés par nos utilisateurs. Donc ça, j'ai plus le chiffre en tête, mais n'importe qui peut aller vérifier. Il y a aussi un simulateur de DCA de mémoire sur le voilà, site. c'est ça. Il y a un simulateur DCA pour ceux qui veulent se projeter. Et voilà, juste ici, on est à plus de 29 milliards de Satoshi épargnés par l'utilisateur, sachant qu'un Satoshi, enfin, un Bitcoin égale 100 millions de Satoshi. Hein, je dis toujours, c'est un peu comme 1 euro égale 100 centimes. Donc voilà, on a eu il y a eu un beau engouement pour questions sur leur épargne, leur pouvoir d'achat, voilà, comment investir leur argent, comment le faire fructifier, et en même temps, pour la solution de Bitstack, puisqu'on a, je pense aujourd'hui, on s'est vraiment positionné comme le point d'entrée le plus simple pour, encore une fois, ce segment d'utilisateurs qui est un peu, moi je les appelle les crypto-curieux, c'est-à-dire ce segment d'utilisateurs qui ont entendu parler du Bitcoin parce qu'on est à un stade où maintenant beaucoup de gens ont entendu parler du Bitcoin, ils s'y intéressent, mais ils n'ont jamais fait le premier pas, pour une multitude de raisons, comme on l'a évoqué plus tôt, parce que c'est compliqué, parce que ça fait peur, parce qu'ils n'ont pas les connaissances techniques ou financières. Et avec Bitstack, en fait, il y a une solution un peu, voilà, encore une fois, pilote automatique. C'est complètement indolore si on utilise l'arrondir en plus, puisque l'épargne est liée au comportement de dépense. Donc, les gens, pour le coup, savent dépenser, aiment dépenser. Et c'est vrai qu'on a réussi à réconcilier l'épargne sur la dépense. Donc ça, c'est intéressant. D'autres petites métriques qu'on avait annoncé justement lors de notre annonce, puisqu'on a levé 2 millions d'euros, on a annoncé qu'on a levé 2 millions d'euros il y a maintenant quelques semaines. On a donc annoncé le nombre de comptes qu'on a ouverts.
On a aussi partagé quelques chiffres sur les paniers moyens, si je dis pas de bêtises, d'épargne de nos utilisateurs, qui sont aujourd'hui à peu près un utilisateur Bitstack, pour donner une idée à tout le monde, c'est à peu près 100 euros d'épargne par mois, ce qui est quand même, moi je trouve, pas négligeable, puisque on parle d'une épargne en Bitcoin, et j'ai envie, enfin, en tout cas je m'imagine que les gens ne mettent pas toute leur épargne en Bitcoin, et donc ça veut dire que ça représente quand même un panier assez important de leur épargne globale, puisque il faut savoir qu'en France, l'épargne moyenne d'un consommateur, c'est 200 euros, ça c'est l'épargne moyenne, et 500 euros vraiment pour les gens les plus aisés. Donc si on est sur un panier moyen de 100 euros, ça représente quand même un intérêt assez important pour le Bitcoin, et ça représente un pourcentage assez important de l'épargne globale du client. On a partagé ça, et ensuite on a partagé beaucoup de choses, pas mal d'annonces sur l'utilisation de ces 2 millions d'euros. Donc c'était un peu voilà, l'historique de Bitstack, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et aussi où est-ce qu'on va demain. Et notamment, on a annoncé plusieurs choses, mais principalement l'annonce du lancement de la carte Bitstack, parce qu'aujourd'hui, Bitstack, c'est une application d'épargne en Bitcoin, mais notre ambition, c'est d'aller encore plus loin, et demain, donc très bientôt, de pouvoir, enfin demain c'est une expression, dans quelques mois, on va dire, de permettre à nos utilisateurs, en fait, d'utiliser Bitstack de manière beaucoup plus complète. Pas mal des annonces qu'on a effectuées sur notre ambition de, en fait, émettre un compte virtuel, ce qu'on appelle un compte virtuel. Donc, c'est d'émettre un IBAN. Donc, chaque utilisateur disposera d'un IBAN qui sera un compte en euros. Donc, les verser de l'argent sur ce compte-là, l'utiliser pour effectuer des virements. Et sur cette IBAN-là, sur ce compte courant en euros, sera adossée une carte, donc la carte Bitstack. Et donc, je vais en parler un peu plus. Mais ce que je disais, c'est que ça fait le pont avec la partie contraignante dont on parlait plus tôt sur l'utilisation du système bancaire classique pour effectuer des opérations en crypto-monnaie. Et comme beaucoup de nos utilisateurs nous ont dit « Ah, c'est dommage que ma banque soit contraignante », finalement, pourquoi pas utiliser Bitstack comme compte principal, en fait, pour effectuer toutes mes opérations. Et c'est vrai que ça a aussi découlé de ce constat-là, de se dire, bah, effectivement, si on peut, entre guillemets, développer, alors, en tout cas, devenir une néobanque, et je dis néobanque entre guillemets, parce que néobanque pour les régulateurs, ça a certaines implications, mais qu'on ait cette ambition de devenir une néobanque qui soit crypto-friendly, donc une néobanque Bitcoin, qui puisse voilà, permettre à l'utilisateur de ne pas faire face à toutes ces contraintes et de pouvoir faire des opérations en crypto-monnaie de manière beaucoup plus simple. Je donne un exemple très classique, pas très concret de ce que ça pourrait donner. Demain, lorsque donc le compte virtuel, le compte courant en euros sera disponible avec la carte et le wallet Bitcoin, un utilisateur pourra tout simplement décider de se verser son salaire sur son compte en euros, de déterminer dans l'app un pourcentage de son salaire qui sera automatiquement converti en Bitcoin s'il le souhaite. Donc, par exemple, dire, bah, moi, dès que je suis payé, je veux que 10% de mon salaire soit épargné en Bitcoin. Ça sera fait automatiquement. Ensuite, grâce à sa carte Bitstack, qui sera une carte Visa ou Mastercard, donc vraiment une carte classique, pouvoir dépenser dans n'importe quel commerçant des euros par défaut ou du Bitcoin s'il le souhaite. Et en fait, toute la valeur ajoutée de la carte sera qu'il y aura bien évidemment l'arrondi automatique sur la carte aussi, en temps réel. Et en plus, il y aura du cashback avec donc des remises en argent, des récompenses en Bitcoin à travers un réseau d'enseignes partenaires qu'on est en train de développer. On a plein de super belles enseignes qu'on peut pas encore annoncer, mais on peut parler des marques préférées. En tout cas, c'est ça l'idée, c'est qu'on ait nos marques préférées de disponibles et qu'on ait des offres pour que lorsqu'on dépense avec sa carte Bitstack, on obtienne des récompenses en Bitcoin. Et tout ça qui vient être épargné sur son wallet Bitcoin, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu toutes les annonces et c'est tout le travail qu'on est en train d'effectuer aujourd'hui pour pouvoir offrir ça, je l'espère, d'ici la fin de l'année 2023. Ce sont déjà des partenaires que vous avez mis en avant? Alors, je pourrais pas confirmer. Il y aura des offres sur certains de ces partenaires-là. Alors, à savoir aussi, je précise que les offres, elles seront variables. C'est-à-dire que il y aura des moments où il y aura des offres avec certaines enseignes, l'offre certainement qu'elles expirent, parce qu'en fait, c'est un travail qui est fait en collaboration avec les enseignes sur le type d'offre qui est disponible. Est-ce que c'est un achat en ligne? Est-ce que c'est un achat en magasin? Est-ce que c'est sur votre premier achat uniquement ou sur tous vos achats? Donc, toutes les modalités de l'offre, comme n'importe quelle offre qui existe aujourd'hui, hein, il y aura des conditions qui seront détaillées dans l'application et les offres vont tourner. Nous, notre objectif, ça sera qu'il y ait un maximum d'offres de disponibles en tout temps dans les plus belles marques, chez les plus belles marques, les plus belles enseignes en France et ailleurs d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y aura, ça bougera, c'est pas figé dans le temps. Et donc certaines de ces enseignes seront disponibles. Pardon. Ouais, la Pardon, carte allez. Bitstack. Non, pas de souci. La carte Bitstack, effectivement. Alors d'ailleurs, la carte Bitstack sera à la fois virtuelle et physique. Je précise parce qu'on nous l'a posé. Donc en fait, elle sera par défaut virtuelle. Bien évidemment, elle pourrait être ajoutée sur Apple Pay, Google Pay. Ça, c'est hyper pratique.
C'est un peu l'usage du quotidien. Et pour l'utilisateur, de manière optionnelle, s'il souhaite, il pourra commander la carte physique, s'il veut avoir la carte en physique, et que ça soit la carte virtuelle ou la carte physique. Vu que ça sera une carte Visa ou Mastercard, elle pourra être utilisée dans n'importe quelle enseigne, enfin n'importe quel commerçant qui accepte les cartes Visa Mastercard, pratiquement tout le monde aujourd'hui. Donc en magasin, en ligne, n'importe où, la carte sera disponible, enfin sera utilisable. Et en revanche, c'est la partie cashback, donc la partie récompense en Bitcoin, qui sera définie par les modalités des offres qui seront disponibles dans l'app à ce moment-là. Donc, vous faites une dépense, je dis n'importe quoi, chez Starbucks, si on prend la photo qu'il y a là, s'il y a une offre sur votre premier achat chez Starbucks ou sur un achat, sur un énième achat, ben là, vous serez récompensé automatiquement en Bitcoin. Donc, faudra checker les offres à ce moment-là. C'est génial. Et vous avez même, j'ai vu un blog, vous faites maintenant des articles pour expliquer de plus en plus les crypto-monnaies, le Bitcoin. C'est ça. En fait, la démarche, alors c'est vrai qu'on a annoncé, donc on a lancé un blog et un podcast qui est comprendre Bitcoin. On a décidé de lancer comprendre Bitcoin, le blog et ce podcast, parce que justement notre cible aujourd'hui et nos utilisateurs sont des gens qui se tournaient vers nous pour en apprendre plus. On avait beaucoup de questions sur ça y est, j'épargne en Bitcoin, qu'est-ce que je peux en faire, comment ça marche, comment est-ce que je peux sécuriser moi-même mon Bitcoin si je le retire de Bitstack. Voilà, plein de différentes questions. Et on s'est dit que qu'on avait un rôle à jouer sur, encore une fois, qui était dans cette démonétisation et aussi de pédagogie sur en fait les bases de ce qu'est Bitcoin, de comment ça fonctionne. Voilà, qu'est-ce qu'est Bitcoin, comment ça fonctionne, pourquoi épargner en Bitcoin, qu'est-ce qu'est le minage de Bitcoin, donc comment on sécurise le réseau Bitcoin, comment est-ce qu'on roule son propre nœud, si je prends les exemples là qui sont montrés. Aussi adresser certains des poncifs qui sont souvent évoqués sur Bitcoin, donc pourquoi Bitcoin ne consomme pas trop d'énergie, pourquoi Bitcoin n'est pas pour les criminels, pourquoi Bitcoin n'est pas ci, n'est pas ça. Tout ça sont en plus des discussions qui ont été des arguments qui ont été remontés, pour la petite anecdote, pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui liront l'article, des arguments qui ont été remontés dès les premiers débuts de Bitcoin, il faut le savoir. Mais bon, malheureusement ou pas, on les a plus tard, 13 ans plus tard. Oui. C'est pas très grave, on les aura. Moi, je suis du camp qu'on les aura aussi dans encore 10 ans. Parce qu'il y aura toujours des nouveaux entrants et les gens passent tous par le même chemin d'être plutôt sceptiques et c'est normal. Mais du coup, c'est important pour nous d'adresser ces points-là, de pouvoir éduquer, apporter de la pédagogie et faire et un peu mettre notre pierre à l'édifice. Combien de vous dans l'équipe et comment marche le SAV si jamais on a un problème avec la plateforme? Combien de temps vous mettez pour répondre? Ouais, alors je vais répondre à la deuxième d'abord. Sur la partie service client, on a aussi un peu voulu faire les choses différemment de beaucoup des grosses plateformes aujourd'hui, puisque on est une plateforme française, on voulait être extrêmement accessible à nos clients et donc il y a deux façons de nous contacter, en fait plus. Les deux façons officielles de nous contacter, c'est soit par mail sur support@bitstack-app.com, nous envoyer un email ou directement depuis l'application. C'est le canal principal de communication pour nos utilisateurs. Vous êtes dans l'application, vous allez sur votre compte. Donc, il y a un onglet compte. En bas, il y a un bouton qui s'appelle aide. Vous cliquez dessus et il y a un chat, il y a une messagerie instantanée qui se lance et vous pouvez communiquer avec nous. C'était beaucoup moi. Aujourd'hui, moi, je suis encore présent, mais on a aussi une personne qui s'occupe du service client aujourd'hui, maintenant. Et on met, si je dis pas de bêtises, la première réponse, vous l'obtenez en moins d'1 heure. Et normalement, on résout vos problèmes dans la journée. Enfin, après, je dis ça dépend du problème. Hein. Évidemment, c'est une question. Parfois, c'est résolu en une réponse. Si vous avez un problème technique, généralement, pour les problèmes les plus complexes, on va le faire dans la journée. Donc, on essaie d'être extrêmement réactif et de répondre à vos besoins dans la journée, en tout cas le plus rapidement possible. Donc ça, c'est hyper important. Et la troisième dont je pensais que j'ai rajouté après, on a aussi on a vu qu'il y avait un aspect très communautaire, que les gens voulaient s'entraider, se poser des questions, et en fait aussi que les utilisateurs apprécient énormément avoir un certain lien de proximité avec l'équipe. Et donc on a créé un groupe Telegram et un groupe Discord, il y a un Discord qui est donc Bitstack, et sur lesquels vous avez toute l'équipe de Bitstack qui est présente, donc Kabir et moi, donc mon cofondateur et moi. Et c'est vrai que là, c'est là où nous, on est très accessible, on en est assez fiers parce que on le fait encore aujourd'hui. Pour ceux qui sont déjà dedans, ils le sauront, et ceux qui rejoindront, vous le verrez. Vous envoyez un message, Kabir et moi, on répond tout le temps, déjà premièrement, à pratiquement tous les messages, et à n'importe quelle heure du coup, puisque là-dessus, même le week-end, on est sur un téléphone. Et ça permet aux gens de savoir que voilà, les dirigeants d'entreprise sont accessibles, de mettre un visage aux dirigeants d'entreprise. Je pense que c'est quelque chose que moi, je trouve extrêmement important en tant que consommateur. Et du coup, on a voulu répliquer ça sur Bitstack. Donc ça,
vraiment de créer un lien de proximité, répondre rapidement, être disponible et résoudre les problèmes de nos clients, ça c'est important. Et la première question, Antoine, rappelle-moi, c'était... C'était le nombre d'employés combien vous Voilà, étiez ouais. dans l'équipe? Alors, on a commencé à 2. Après quelques mois, on était 5. Aujourd'hui, on est 8 et on passe à 10 d'ici quelques semaines puisqu'on a encore deux nouveaux collaborateurs qui vont nous rejoindre. Donc, on va être 10 sur l'année 2023, grosso modo. Bravo. C'était toi, Magali, je crois que tu voulais reprendre la parole. Oui, alors moi j'ai encore plein de questions. J'aurais souhaité savoir un petit peu comment sont conservés les milliards de Satoshi, les dizaines de milliards de Satoshi. C'est vrai, les dizaines de milliards maintenant. Alors, pour la petite précision, pas tous les Satoshi ou tous les Bitcoins sont conservés par nous, puisqu'aujourd'hui, et je pense qu'on l'a notamment, il y a eu une accélération de ce comportement-là suite à certains événements, dont FTX et autres, fin 2022. Pas toute l'épargne en Bitcoin générée par Bitstack est conservée chez Bitstack, puisque beaucoup d'utilisateurs utilisent Bitstack pour épargner, mais pas pour conserver leur Bitcoin. Donc, on a beaucoup d'utilisateurs qui épargnent et qui ensuite retirent leur Bitcoin et décident de les sécuriser eux-mêmes. Maintenant, pour ceux qui sont quand même conservés chez Bitstack, il y a plusieurs points qui sont importants de noter, sur lesquels on va continuer de travailler avec certainement certaines annonces qui seront faites dans l'année. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de réserve fractionnaire. C'est-à-dire que nous, c'était dans une démarche de simplicité, de permettre en fait à un néophyte qui démarre, il se pose peut-être pas dès le début toutes ces questions de comment je vais sécuriser moi-même mes Bitcoins, et donc il va vouloir un peu par défaut que Bitstack s'en occupe. Donc nous, on fait cette conservation d'actifs-là, encore une fois par pure simplicité, pour le client final. Et donc, on ne voulait pas s'ajouter de contraintes supplémentaires, puisque d'ailleurs, on ne se rémunère pas là-dessus, on gagne rien de conserver les bitcoins des gens. Donc, c'était juste de faire une solution plutôt simple, mais extrêmement sécurisée. Enfin, un bitcoin sur votre compte, c'est un bitcoin conservé chez nous. Donc, on évite un peu ces risques que certaines plateformes ont de contrepartie où les bitcoins sont utilisés, convertis, fractionnés pour soit générer du rendement pour la société ou pour les clients. Donc là, on a gardé ça extrêmement simple. Et deuxièmement, donc on n'investit pas les fonds, il n'y a pas de réserve fractionnaire. Et les fonds sont sécurisés avec un schéma plutôt classique. J'espère en tout cas que tout le monde le fait, mais nous, c'est le cas, qui est des schémas de ce qu'on appelle multi-signature. Bon, c'est quand on parle d'institutionnel qui sécurise quand même des sommes importantes. Donc, c'est pas un modèle de sécurisation qu'un particulier aurait, mais nous, c'est un schéma de multi-signature, c'est-à-dire que à n'importe quel moment, il ne suffit pas seulement d'une clé, donc d'une signature ou d'une clé, pour initier une transaction depuis les coffres-forts numériques, que Bitstack, en fait, c'est un peu comme une banque numérique, un coffre-fort numérique, pour ses actifs numériques, comme on appelle ça les régulateurs. Il ne suffit pas seulement d'avoir une clé, il en faut plusieurs. Et en plus de ça, il y a des niveaux d'approbation, donc en fait, on a des solutions qui nous permettent de définir des règles, tout simplement, qui disent, je donne un exemple bidon, entre guillemets, mais juste pour illustrer le point, qui va être, voilà, pour toute transaction de moins de 1 euro, il faut seulement que l'utilisateur initie une transaction depuis l'application et ça signe la transaction. En revanche, si quelqu'un veut déplacer un bitcoin ou plus, 10 bitcoins ou plus, ou l'entièreté, bon, ben là, il va falloir que le dirigeant signe, le directeur technique signe, le directeur financier, un avocat signe, etc. Donc en fait, on est en mesure de modéliser des schémas de multi-signature, donc pour plusieurs clés et plusieurs signatures soient requises, et en plus autorisations de différentes personnes au sein de la société. Voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait pas un seul point de défaillance. En gros, c'est ça la conclusion à retenir pour Bitstack. C'est très intéressant. J'avais une question qui vient souvent. Là, on en est à notre 6e interview. C'est un peu un point récurrent qu'on apprécie avec Antoine. C'est comment tu en es arrivé à Bitstack maintenant qu'on a vu un petit peu le présent, l'actualité avec la future carte qui arrivera. Je voudrais aller un petit peu dans le passé et par rapport à ta formation, comment t'en es venu à Bitstack, aux crypto-monnaies, à Bitcoin? Alors ça remonte à quelques années. Alors bon, je suis pas très âgé, mais ça remonte quand même à quelques années. Mon cofondateur et moi, alors ça remonte en fait à mon expérience au Canada, puisque mon cofondateur et moi on s'est rencontrés. On est deux anciens de l'université de McGill, pour ceux qui connaissent, qui est une université canadienne à Montréal, au Québec. Moi, j'étais en école de commerce, enfin, je faisais un programme d'école de commerce à McGill, et lui était en école d'ingénierie. La seule raison pour laquelle on s'est rencontrés, c'est en fait, il faut s'imaginer que c'est des gros campus à l'américaine, il y a 40 000 étudiants, donc il n'y a pas vraiment de raison que un étudiant en école de commerce rencontre un étudiant en école d'ingénierie. En tout cas, peu, autre que pour les activités extrascolaires, entre guillemets, et voilà, et les sujets d'intérêt commun. Et effectivement, moi, je travaillais en parallèle de mes études, puisque j'avais déjà été pris par passion, entre guillemets, ou en tout cas par intérêt. J'étais fasciné par le Bitcoin parce que moi, j'étais quelqu'un qui passait beaucoup de temps, certainement plus de temps
hors les cours. Enfin, alors, je passais du temps durant les cours, mais évidemment, mais à l'américaine, il y a très peu de temps de cours. Il se passe beaucoup de choses en dehors des cours. Et moi, j'allais dans beaucoup de meet-up, voilà, des rendez-vous autour du Bitcoin. Je dis toujours la chance. À Montréal, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup d'événements sur le Bitcoin. Il y a beaucoup d'acteurs d'ailleurs assez importants sur le Bitcoin. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de les croiser et j'ai été dans ces points de rencontre. Et du coup, j'ai pu apprendre plein de choses. Et très rapidement, moi, j'ai aussi voulu contribuer. Et donc, j'ai lancé un projet avec deux autres amis à moi, donc qui ne travaillent pas chez Bitstack aujourd'hui, mais deux autres étudiants. On travaillait sur Bitcoin et c'était un projet qui était incubé et financé par l'accélérateur de l'université. Et on développait des solutions d'audit pour des institutionnels, des gens fortunés ou des fonds d'investissement, etc. Donc moi, je disais, je travaillais sur un projet qui était incubé et financé par l'université de McGill, qui tournait autour du Bitcoin. Et justement, mon cofondateur, qui lui était en école d'ingé, avait créé l'association étudiante qui traitait tous les sujets de Bitcoin, blockchain, crypto en règle générale. Alors principalement d'un point de vue technique, mais ils organisaient plein d'événements sur le campus. Et c'est comme ça qu'on s'est croisés et rencontrés, puisque moi, je cherchais des événements qui traitaient du sujet, lui en organisait, et nos chemins se sont croisés ainsi. Fast forward, j'ai envie de dire, donc on accélère un peu dans la timeline. On fait carrière chacun de notre côté séparément, puisque moi, c'était pas évident que j'allais faire carrière dans le Bitcoin à l'époque. Pour se resituer, on est entre 2014 et 2018. Donc 2016, c'est un peu au moment où je tourne autour de ces sujets-là. 2018, je finis mes études et je me dis que je vais aller travailler chez une fintech, puisque c'était tous les sujets de finance personnelle m'intéressaient beaucoup, justement l'épargne, l'investissement, les différents types d'investissements. Et je rejoins pour diriger toute la partie produit une fintech qui s'appelle Moka, qui avait pour but d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Donc, vous voulez épargner et investir pour vous acheter une maison, pour acheter un cadeau, pour aller en voyage. Chez Moka, on avait développé une application qui identifiait votre profil de risque. Et en fonction de votre profil de risque, on vous crée un portefeuille diversifié d'actions, d'obligations et de cash pour que votre épargne soit investie et se valorise. Je les ai accompagnés pendant 2 ans. La boîte a été rachetée par une grosse néobanque canadienne. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être le moment de passer à autre chose. Et j'ai voulu réconcilier en fait ces deux mondes-là, le monde de l'épargne grand public, enfin de l'épargne d'investissement, avec le Bitcoin, puisque j'avais une conviction forte sur la proposition de valeur de Bitcoin comme outil d'épargne. C'est né de cette suite d'événements et Bitstack. J'ai décidé de lancer Bitstack. C'est à ce moment-là que je me suis retourné vers mon cofondateur. Je lui ai dit, j'ai ce projet-là, je lui ai pitché un peu l'idée. J'ai quitté mon emploi, il a quitté son emploi aussi. Et début 2021, l'histoire commence. On rentre en France, on crée la société, on dépose notre demande d'enregistrement PSAN auprès de l'AMF. Fin 2021, on l'obtient et début 2022, on lance l'application auprès de nos utilisateurs. Félicitations. Bravo. Merci. Alexandre. Non, c'est une success story, c'est un bien grand mot, mais voilà, je trouve ça chouette que le résultat et voilà le développement. Et du coup, maintenant qu'on a fait le passé, il y a des projets futurs vraiment long terme, voire peut-être d'autres applications ou pour le moment c'est Bitstack à 100%? Alors, Bitstack, c'est sûr, c'est notre seul et unique projet. Je pense que c'est déjà suffisant, ça prend déjà assez de notre temps. On a énormément d'ambition pour Bitstack. Notre ambition vraiment, c'est en fait de redéfinir la façon dont les gens peuvent gérer leur argent, parce que on est encore une fois, Bitcoin en fait offre une opportunité incroyable, à la fois redéfinir ce qui est le système monétaire actuel, l'argent, la monnaie, et donc on veut être un acteur majeur de cette transition vers Bitcoin, vers l'utilisation de Bitcoin. Et donc, l'ambition avec Bitstack, c'est de devenir l'interface principale entre un utilisateur et Bitcoin, le protocole, et Bitcoin, l'actif. Parce qu'il faut savoir que Bitcoin, c'est à la fois un protocole de paiement et à la fois un système monétaire qui émet ce jeton, donc le Bitcoin. Et donc, avec Bitcoin, on peut à la fois épargner et épargner pour le futur, parce que la proposition de valeur, c'est une émission monétaire fixe qui sera capée à 21 millions. Et donc, son pouvoir d'achat n'est pas dilué par une expansion monétaire et la création d'argent, de monnaie, comme c'est le cas des monnaies fiduciaires aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Il y en a un deuxième, c'est aussi l'aspect qu'avec Bitcoin, on peut faire des paiements quasi instantanés, à faible coût, aux quatre coins de la planète. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant et ça fait un peu allusion à certains des projets qu'on annoncera bientôt. Mais il faut imaginer qu'avec Bitstack, on pourra demain donc acheter, enfin c'est déjà le cas aujourd'hui, acheter, vendre du Bitcoin, enfin épargner en Bitcoin, mais aussi utiliser Bitstack pour payer en Bitcoin, pour envoyer du Bitcoin, enfin envoyer de l'argent en Bitcoin à ses amis. Voilà, en fait, utiliser toutes les propriétés de Bitcoin. Donc l'ambition est déjà grande. On a effectivement
je dis jamais que c'est une success story parce qu'on en est encore au tout début de l'histoire. On a eu plein de belles choses déjà, c'est sûr, mais il y a encore beaucoup de choses à construire. Et donc, j'espère que qu'on a pas mal de choses à annoncer bientôt. Bon, on en a déjà annoncé pas mal, donc là, il faut plutôt qu'on retourne travailler. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde de gérer leur argent différemment, de manière plus équitable, plus accessible. Et Bitcoin nous le permet. Et donc, on veut vraiment faire partie de cette démocratisation du Bitcoin et rendre son utilisation la plus simple possible pour que tout le monde bénéficie de toutes les propriétés que Bitcoin a à offrir à la société. Et sur le recrutement, vous avez des postes disponibles? Alors, on a deux postes. On a deux postes de disponibles. Alors que normalement, on recrute deux postes. Un responsable risque conformité. Comme on le disait plus tôt, on est enregistré PSAN, mais il y a le cadre réglementaire continue d'évoluer. On parle déjà d'agrément, on parle de MiCA qui va être le passeport européen qui sera bientôt applicable. Et ensuite, on recrute quelqu'un pour s'occuper de nos réseaux sociaux et de la communauté de Bitstack, donc l'animer, la faire grandir, puisque, comme on le disait aussi plus tôt, il y a un Telegram, un Discord, on a une communauté extrêmement active. Les gens veulent contribuer à la construction de Bitstack, donner leur avis. Et ça, on adore ça puisqu'on le construit Bitstack pour nous, mais aussi pour vous, pour tous les utilisateurs. Donc, on veut quelqu'un pour s'en occuper, aussi de notre Twitter, de Facebook. Il y a plein de choses à faire. Il y a notre blog, comme on le disait, notre podcast. Voilà. Donc, c'est les deux postes qu'on recrute pour le moment. Mais merci encore, Alexandre. Aucun souci. Avec plaisir. Merci à vous.